Alors, je m'appelle Pierre Affard, je suis géographe, docteur en géographie de l'université Paris-Sorbonne et spécialiste de la Turquie, un pays dans lequel je me rends depuis plus de 20 ans, sur lequel je travaille depuis plus de 15 ans désormais et dans lequel j'ai eu l'occasion de résider plusieurs années à Istanbul, à Izmir, mais aussi à Gaziantep, donc une ville à la frontière de la Syrie, qui a été récemment touchée notamment par les deux séismes successifs qui ont ravagé la région. Alors la situation actuelle, si je devais la qualifier avec un seul mot, je dirais qu'elle est catastrophique. Catastrophique bien entendu par le nombre de victimes qui nous remontent aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, donc vendredi après-midi. Le nombre de victimes s'élève à plus de 20 000 à la fois en Turquie, donc dans le sud-est de la Turquie, mais aussi dans le nord de la Syrie. Alors quand on regarde avec un peu plus d'attention les chiffres aujourd'hui disponibles, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de morts du côté turc. Alors pour deux raisons, d'une part parce que l'épicentre du séisme était situé du côté turc, mais aussi pour des raisons purement statistiques, entre guillemets, puisque en Turquie, on a beaucoup d'observateurs sur place. Par contre, en Syrie, du fait d'une situation sécuritaire pour le moins préoccupante, les informations ont du mal à remonter et donc on a du mal à savoir, à évaluer avec précision le nombre de victimes. Aujourd'hui, donc à l'heure à laquelle nous parlons, le nombre total de victimes s'élèverait pour l'instant à 20 000, ce qui est énorme. L'un des derniers séismes majeurs de l'histoire récente en Turquie, si je ne parle que de la Turquie, était le séisme de 1999 à Izmit, donc dans une ville à une centaine de kilomètres à l'est d'Istanbul, qui avait fait 17 000 morts. Donc vous voyez, simplement 4 jours ou 5 jours après le séisme, on est déjà à plus de 20 000 morts, tout en sachant que malheureusement, le nombre de victimes ne va cesser d'augmenter même dans les jours à venir. À ces victimes identifiées s'ajoute bien entendu un nombre gigantesque là aussi de blessés. Alors des blessés, certains légers, certains traumatisés, mais il y a aussi un nombre très important, alors je serais incapable de vous dire avec précision le nombre, mais un nombre très important de personnes dont le pronostic vital est aujourd'hui engagé. À cela s'ajoute bien entendu une détresse psychologique pour les familles ou pour les habitants de cette région qui ont vu périr des proches, des amis, des collègues, des membres de leur famille, mais qui le savent, mais aussi ces disparus que personne n'a pour l'instant réussi à retrouver. Donc une vraie détresse psychologique qui se met en place, et une détresse psychologique qui a été, alors à ma connaissance, ça a été l'une des premières fois qu'on a assisté à de tels événements, c'est-à-dire qu'avec la popularité qu'ont les réseaux sociaux aujourd'hui en Turquie, et notamment Twitter, on a pu suivre presque en temps réel les appels à l'aide de certaines victimes qui, malgré le fait qu'elles avaient été enterrées sous les décombres, étaient encore vivantes et avaient gardé leur smartphone à côté d'elles et qui tweetaient malheureusement en direct « Venez me secourir, je suis à tel endroit, ma batterie de smartphone arrive à la fin, donc s'il vous plaît, je vous implore de venir me chercher, de venir me sauver. » Donc on a aussi eu, et on a toujours d'ailleurs, à l'heure à laquelle on parle, de ces tweets, de ces messages via les réseaux sociaux qui nous arrivent et qui sont alors bien entendu tragiques, mais qui sont d'autant plus tragiques que finalement on voit quasiment de minute en minute ces appels à l'aide. À ces pertes humaines, bien entendu très conséquentes et presque inédites dans l'histoire moderne de la Turquie, s'ajoutent évidemment des pertes matérielles incroyables. Le nombre de bâtiments qui s'est effondré se compte en milliers aujourd'hui, à la fois du côté turc, j'insiste encore, mais aussi du côté syrien. D'ailleurs, à ce titre, j'aimerais vraiment insister sur un point, parce que j'ai pu voir tourner sur certaines informations parfois divergentes et parfois contradictoires sur la réalité du terrain. Certains amis qui sont à l'heure actuelle à Antakya, à Gaziantep, à Diyarbakır, à Kahramanmaraş, à Elbistan, donc dans ces villes turques qui ont été particulièrement touchées par les deux séismes,
j'ai pu voir, donc comme je disais, que sur certains réseaux sociaux, que seuls les nouveaux bâtiments qui avaient été construits ces dernières années s'étaient effondrés. Alors apparemment c'est totalement faux, c'est-à-dire qu'il y a une répartition relativement homogène des effondrements, si je puis dire, entre les nouveaux bâtiments, mais aussi les bâtiments plus anciens. Et quand je dis les bâtiments plus anciens, je parle notamment de ceux qui ont été construits dans les années 80 ou 90. Donc on a là aussi des pertes matérielles gigantesques, on a des dizaines de milliers de bâtiments qui se sont effondrés et auxquels viennent s'ajouter, et ça malheureusement on a un petit peu trop tendance à l'oublier vu de l'extérieur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dans des villes, dans des régions où les réseaux de base sont pour tout ou partie coupés. Aujourd'hui, les échos que j'ai pu avoir de la région font état du fait que les réseaux électriques, les réseaux de gaz, les réseaux d'eau sont pour tout ou partie coupés. Donc je vous laisse deviner aujourd'hui la situation de certains survivants, de certaines personnes même blessées, qui après le traumatisme des deux séismes, sont aujourd'hui confrontés à des situations, à des conditions de vie particulièrement compliquées, qui plus est que le climat à l'heure actuelle dans cette partie de la Turquie et du nord de la Syrie est particulièrement rude. De la neige est tombée depuis quelques jours, on attend encore une baisse de température dans les jours à venir, donc véritablement, je reviens sur ce que je disais au début, une situation actuelle catastrophique dans cette partie de la Turquie. Les premières heures, les premiers jours, on a assisté à des vraies difficultés logistiques de la part à la fois des organismes publics compétents, je pense notamment du côté turc à l'AFAD, qui est l'organisme qui est chargé de gérer les catastrophes et notamment les catastrophes naturelles. Et il est vrai que les échos qu'on pouvait avoir du terrain faisaient état d'une aide humanitaire qui avait du mal à arriver, voire qui n'arrivait pas dans certaines régions, du fait des conditions climatiques, mais aussi pour ces ONG qui ont vu affluer une aide de la part des quatre coins de la Turquie. Vraiment, on a assisté à un élan de solidarité incroyable, un élan de solidarité aussi en provenance des pays limitrophes ou des pays étrangers. D'ailleurs, à ce titre-là, la diaspora turque a beaucoup œuvré et œuvre encore beaucoup pour acheminer une aide humanitaire d'urgence à destination des régions touchées. Mais il est vrai qu'on a assisté à des vrais problèmes logistiques, notamment sur la manière de venir en aide aux victimes qui étaient coincées sous les décombres. Et il est vrai que pendant des jours, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux, on a vu fleurir dans la presse, on a vu fleurir dans différents types de médias des acteurs de l'aide d'urgence sur place qui déploraient le fait que des infrastructures ou que du matériel de base, alors je pense tout simplement par exemple à des grues ou à des marteaux-piqueurs, finalement n'arrivaient pas sur les régions, et donc appelait aussi à un sursaut de la part de tous les acteurs engagés, parce que des vies étaient en jeu, et des vies d'ailleurs le sont encore. On voit, alors bon, certains qualifieraient ça de miracle, mais on voit les sauveteurs réussir à extraire des décombres, des corps encore vivants, des corps sans vie bien entendu, mais aussi des personnes et même des petits-enfants qui finalement, après plusieurs jours, plusieurs dizaines d'heures sous les décombres, finalement sont sauvés par les groupes de sauveteurs. Donc il y a malheureusement dans ce tableau très très noir de bonnes nouvelles, mais il est vrai que la question de l'aide humanitaire a posé question, continue à poser question, et va continuer à poser question, puisque outre les deux séismes et les conséquences immédiates, il va désormais falloir gérer des flux de population qui sont en difficulté, et quand je dis en difficulté, pour beaucoup qui ont perdu leur logement, qui ont perdu leur service de base, et donc il va y avoir toute une économie locale et régionale à recréer, et c'est là aussi où finalement les associations engagées, les pouvoirs publics vont être attendus au tournant. Alors, est-ce que ces séismes étaient prévisibles? Alors, c'est toujours la même question quand on assiste à un séisme plus ou moins violent, c'est de se demander, est-ce qu'on aurait pu le prévoir? Alors,
N'importe quel expert en géomorphologie, en risque sismique, n'importe quel géographe vous dira la même chose. Il est totalement impossible de prévoir à l'avance, à une heure précise, à une date précise, à un lieu précis, qu'aura lieu un séisme. Ceci étant dit, pour qui connaît un tout petit peu l'activité sismique en Turquie et notamment en Anatolie, ces deux séismes qui ont eu lieu successivement dans la nuit de dimanche à lundi, puis dans l'après-midi du lundi, n'ont rien d'une surprise. Il est que de regarder une carte de l'Anatolie pour se rendre compte que le territoire turc est traversé par deux failles, la faille anatolienne au nord et une seconde faille qui plonge vers le sud-est, vers la Syrie, puis vers les régions du Moyen-Orient au sud, pour se rendre compte que le risque sismique, l'aléa sismique, est très présent en Anatolie. Et d'ailleurs, l'histoire récente, qu'il s'agisse du côté turc ou du côté syrien, ont bien montré que le risque sismique n'était pas une vue de l'esprit, mais bien une réalité. Qu'il s'agisse du séisme qui a eu lieu à Van, du séisme qui a eu lieu à Elazığ, Erzincan, celui plus récent à Izmir, ou celui de 1999 à Izmit, qui est resté dans les mémoires, parce qu'il a fait quand même plus de 17 000 victimes, il y a une actualité sismique, si je puis dire, qui revient très souvent, trop souvent diront certains, sur le devant de la scène. Alors, dans votre question, je pense qu'il y a une seconde question. Est-ce qu'il était possible de prévoir les pertes humaines et les dommages matériels? Alors, il est toujours, là encore, difficile d'évaluer à l'avance le nombre de victimes et de blessés potentiels, mais j'aurais simplement une chose à partager avec vos spectateurs, et notamment avec celles et ceux qui peut-être se sont rendus en Turquie, ont eu l'occasion de visiter le pays, ont eu l'occasion de voir un petit peu à quoi ressemblaient les villes turques ou même les campagnes turques. Et pour celles et ceux qui ont eu cette chance, vous avez sûrement dû vous rendre compte que l'urbanisation en Turquie a connu une explosion depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'on a vu, depuis plusieurs décennies, le pays se couvrir de constructions, de bâtiments. Alors, certains diront pas franchement esthétique pour la majorité d'entre eux. D'autres diront que finalement, cet essor du secteur immobilier était une bonne chose pour l'économie turque, puisque une grande partie de la croissance du pays a pendant des années, voire des décennies, reposé sur le secteur immobilier. Alors, aujourd'hui, cette frénésie de construction, elle interroge. Elle interroge dans le sens où, comme je disais précédemment, une partie des bâtiments qui se sont effondrés étaient des bâtiments très récents, voire pour certains, des bâtiments qui étaient en fin de construction et qui n'étaient même pas encore livrés. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir cette question, des questions vont, alors là, et c'est tout à fait normal, nous sommes simplement quelques jours après les deux tragédies, mais bien entendu, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, il va y avoir des enquêtes qui vont être menées, des comptes vont devoir être rendus, et donc j'espère, il va y avoir une vraie réflexion sur le secteur immobilier dans le pays. Si on compare les deux séismes qui ont eu lieu, donc de magnitude 7,5 pour le premier et 7,8 pour le second, on se rend compte, si on les compare à d'autres pays, je pense notamment au Japon, quand un séisme de cette magnitude se produit, on n'a pas autant de morts, on n'a pas autant d'immeubles effondrés. Donc il va y avoir bien entendu une question qui va se poser sur peut-être la manière, les techniques de construction, est-ce que les normes antisismiques ont été respectées, alors même, et c'est ça qui interroge beaucoup, alors même que pendant des années, le gouvernement turc de Recep Tayyip Erdoğan, avait appelé de ses voeux à ce qui s'appelle en turc le Kentsel Dönüşüm, donc le renouvellement urbain, justement en mettant en avant la nécessité de repartir à zéro, si je puis dire, de remettre à neuf le parc immobilier du pays, et notamment en respectant les normes antisismiques. Aujourd'hui, après les deux tremblements de terre, qu'il s'agisse d'Antakya qui a été particulièrement touché, de Malatya, d'Adana, de Gaziantep, de Kahramanmaraş, de Diyarbakır, etc., donc toutes ces villes, on se rend compte qu'il s'est passé la même chose, c'est que des bâtiments qui pourtant rentraient dans ces fameux projets de renouvellement urbain, de Kentsel Dönüşüm, finalement n'ont pas tenu, et pour certains, peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, certains de ces bâtiments se sont tout simplement écroulés comme des châteaux de cartes. Donc prévisible sur un plan géologique, certainement pas. Sur un plan humain, urbanistique et de la construction, la réponse est beaucoup plus partagée.
Alors, la question des conséquences politiques, elle n'est pas encore particulièrement abordée en Turquie, parce que, et c'est tout à fait normal, la population est encore dans un état de sidération, et donc de choc à la fois psychologique et émotionnel. Mais c'est sûr que la question des conséquences politiques va se poser dans les jours, dans les semaines et dans les mois, voire même dans les années à venir. J'écoutais d'ailleurs, et c'était assez intéressant, la télévision turque il y a quelques jours, et un géologue, un spécialiste de l'activité sismique, disait cette phrase qui m'a beaucoup plu, qui disait un tremblement de terre intéresse autant la politique qu'il intéresse la géologie. Et c'est vrai, comme je le disais précédemment, avec l'explosion urbaine, avec l'étalement urbain, avec l'urbanisation pas forcément très bien ni organisé ni géré de la part des pouvoirs publics, il est vrai qu'il va y avoir des enquêtes qui vont être menées, il va y avoir des comptes qui vont devoir être rendus par certains promoteurs immobiliers qui peut-être n'ont pas respecté les termes des contrats qui étaient signés. Donc ça c'est la première chose bien entendu. La deuxième chose, et c'est pour ça que ce tremblement de terre interroge énormément, c'est qu'il se produit à quelques mois de l'élection présidentielle durant laquelle le président Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP, vont remettre en jeu leur mandat en tant que président de la République, ou en tout cas comme parti dirigeant le pays. Et il est vrai que là, comment dire je vais le dire de manière un petit peu triviale, le gouvernement et le président marchent un petit peu sur des œufs, puisque leur capacité à apporter des réponses claires à des populations sinistrées, leur capacité à gérer une crise, alors une crise actuelle, mais aussi une crise future, va, à mon avis, largement influencer leur campagne électorale, mais aussi peut-être le résultat des élections. Rajoutez là-dessus que les régions qui ont été touchées, donc tous ces départements du sud-est anatolien, sont traditionnellement, historiquement, des bastions pour l'AKP du président Erdogan. Donc là, on va voir finalement l'émotion. Une fois l'émotion dépassée, on va voir si finalement la gestion de ces deux tremblements de terre va avoir des conséquences politiques. Alors, on commence déjà à le voir, je vous le disais précédemment, l'aide humanitaire afflue des quatre coins du pays, et il est sûr que certains candidats d'opposition, déclarés ou non, je pense notamment, et tout le monde pense à lui, au maire actuel d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a bien entendu décidé d'envoyer une aide humanitaire très conséquente à destination des régions touchées, mais sans oublier quand même de rappeler que c'était lui qui envoyait cette aide. Donc bon, il est vrai que pour certaines mauvaises langues, on pourrait dire que le clientélisme n'est jamais loin. Mais ceci étant, il est sûr, quasiment certain, que la capacité à apporter des réponses claires à une population sous le choc va largement rentrer dans la balance au moment de faire un choix électoral pour la population turque.